D'abord, je décide de laisser Guernica là où il est, au Musée d'art moderne de New York. Au téléphone, le directeur du MoMA me confirme que le tableau rencontre un énorme succès. Des milliers de visiteurs chaque jour. Quel retentissement! Mon œuvre est devenue le symbole des horreurs commises par Franco. Merci de nous rejoindre pour la suite de 13h15 avec notre série inédite aujourd'hui et plusieurs acteurs, le génie de Picasso, une toile mythique, Guernica, et une seconde guerre mondiale qui est en train de prendre fin. Le peintre espagnol se dit qu'après Hitler, Mussolini, la chute de Franco approche, mais le général reste au pouvoir. Dès lors, un face-à-face se met en place. Le peintre face au dictateur, c'est l'épisode 3 de notre série. Liberté, sur la grande route de la liberté, un homme passe et chante liberté. Toi dans le ciel et dans l'espace, hiver et liberté. La guerre est finie. Quel soulagement. J'espère encore que Franco finira par être chassé, comme l'ont été Hitler et Mussolini. Mais je dois me rendre à l'évidence. Llega el generalísimo Franco a la avenida de su nombre, rodeado por su escolta. Toda la ciudad vibra de patriótica exaltación. Franco semble populaire. Rien d'étonnant. Tous ses opposants ont fui le pays ou ont été assassinés. Y espontáneamente se organiza el grito de Franco sí, comunismo no. Su entusiasmo es un plebiscito de adhesión inquebrantable al caudillo de la cruzada frente al comunismo y al mantenedor de nuestra paz. El embajador de Su Majestad Británica abandona su residencia oficial para acudir a presentar sus cartas credenciales al jefe del Estado español, generalísimo Franco. El caudillo, con el ministro de Asuntos Exteriores, recibe al nuevo embajador. Je suis écœuré. Les Anglais et leurs mains tendues à Franco, ce dictateur, au nom d'un anticommunisme ambiant, ça me révolte. Mais moi, je ne ferai jamais la paix avec Franco. Et j'ai bien l'intention de le faire savoir. D'abord, je décide de laisser Guernica là où il est, au Musée d'art moderne de New York. Au téléphone, le directeur du MoMA me confirme que le tableau rencontre un énorme succès. Des milliers de visiteurs chaque jour. Quel retentissement! Mon œuvre est devenue le symbole des horreurs commises par Franco. Ce geste de laisser Guernica en dépôt au MoMA est une déclaration tout à fait claire de son opposition persistante au régime de Franco. C'était très viscéral quand même chez lui. Franco a interdit le communisme en Espagne. Alors moi, je prends ma carte au Parti communiste français, comme beaucoup de mes amis d'ailleurs. Et je resterai fidèle au parti toute ma vie. À la presse, je déclare que les années d'oppression pendant la guerre m'ont démontré que je devais combattre non seulement par mon art, mais aussi par ma personne. Avec le communisme, j'ai maintenant trouvé ma vraie patrie. Chez moi, rue des Grands Augustins, je reçois des comités de défense de républicains espagnols. J'invite les caméras à me filmer au milieu de ses opposants à Franco. Peu à peu, je deviens l'adversaire le plus célèbre du régime et Guernica, un symbole de résistance au franquisme. Beaucoup d'intellectuels et d'artistes avaient une carte postale ou une affiche représentant Guernica chez eux. C'était une façon d'afficher son camp politique.
Picasso n'a jamais cessé d'assister à des événements contre Franco. Et à chaque fois qu'il faisait une déclaration politique, ça dérangeait beaucoup le régime. 2 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre. J'ai maintenant 66 ans. Ma passion pour Dora Maar s'est éteinte. Je l'ai quittée pour Françoise Gillot, de 40 ans ma cadette. Nous venons d'avoir un fils, Claude. Un soir, nous dînons avec des amis dont le sénateur Paul Cutoli. Il me propose de m'aider à devenir français comme mes enfants. Mais il y a 7 ans, on m'a refusé la nationalité quand je l'ai demandé. Alors maintenant, c'est trop tard. Je refuse. Personne ne comprend. J'habite en France depuis 40 ans, mais je ne me suis jamais senti autant espagnol. Et désormais, je veux incarner l'Espagne en exil. C'est un symbole quand même de résistance que de rester espagnol et de ne plus remettre les pieds en Espagne, à sa grande douleur certainement. Ma vie en France poursuit son cours. Un jour de 1951, dans mon courrier, incroyable, une lettre du gouvernement de Franco. Il m'invite à participer à une grande exposition internationale d'art moderne à Madrid. Ils ont invité beaucoup d'artistes étrangers et beaucoup d'Espagnols. L'Espagne, évidemment, ne pouvait pas ignorer que Picasso, c'était l'artiste vivant le plus connu au monde. Et en plus, il était espagnol. Donc ils ont envoyé une invitation officielle et Picasso n'a même pas voulu répondre. Pas question de me rendre en Espagne ou de cautionner le régime de Franco. Il aurait l'air d'un dirigeant fréquentable. Je n'oublie pas qu'il gouverne avec la Phalange, une organisation politique fasciste autrefois secrète. Leur emblème aux flèches rouges s'affiche désormais partout, sans complexe. L'Église, ultra-conservatrice, contrôle tout pendant que l'armée pratique la chasse aux opposants et la torture. Aucune élection n'est organisée. C'est une dictature qui ne dit pas son nom, dans laquelle la bourgeoisie est protégée pendant que les autres souffrent. On ne pouvait pas parler de Franco. Et quand il venait, tout le monde, on avait tous la main comme ça. Vive Franco! Il avait une maison à San Sebastián. Il venait parfois. Et sa femme, cette femme, elle terrorisait tous les commerçants. Elle rentrait dans les bijouteries et elle disait « Je veux ça ». Elle sortait et au revoir. Elle payait même pas. Et comme il venait tous les ans, les commerçants enlevaient tous les bijoux des vitrines. Il y avait des gens, par exemple un anarchiste ou un basque qui était fiché. Si Franco venait quelques jours par ici, ils prenaient leurs valises et ils allaient en prison. Ils se présentaient eux-mêmes pour qu'on ne vienne pas les chercher. C'était couillu. Ma réponse sera artistique. Ma façon de m'opposer à ce régime, c'est de gêner leurs ambitions. C'est pour ça que je décide de monter une contre-exposition, à la même date que celle de Madrid. Il a fait un appel à beaucoup d'artistes espagnols qui vivaient à Paris, des artistes exilés eux aussi, pour qu'ils participent à cette contre-biennale hispano-américaine. C'était une façon très claire de s'opposer à cette initiative du régime de Franco. Je sais que tout cela déplaît à Salvador Dalí. On était amis quand il habitait Paris, avant la guerre. Mais depuis, nos chemins se sont éloignés. Franco et les fascistes de la Phalange, lui, ça ne le dérange pas.
Quand Dalí a été mis au courant de la contre-biennale de Picasso, il a fait une conférence de presse. À sa manière, avec un discours très théâtral. Et il s'est opposé publiquement aux positions politiques de Picasso. Picasso español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Il a demandé à Picasso de revenir à la raison, de soutenir son pays et le régime. Quelques jours plus tard, je réponds dans la presse. Dalí me tend la main. Mais pour l'instant, je ne vois que la phalange. L'exposition Picasso du Musée des Arts Décoratifs est sans conteste la plus complète qu'on ait consacrée en France au plus célèbre, en même temps qu'au plus discuté de nos peintres actuels. Ce sera l'occasion de retrouver la fameuse fresque de Guernica de Picasso. Dans les années 50, le tableau quitte New York pour être exposé en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Suède, et il ira même au Brésil. Mais jamais en Espagne, évidemment. Tous ces voyages ont endommagé Guernica. Alors, en 1958, c'est décidé, le tableau ne quittera plus le musée de New York. Il devient un incontournable de la ville. Il rapporte 2 millions de dollars par an au musée. C'est énorme. Comme moi, mon tableau est un exilé volontaire qui refuse de s'afficher dans l'Espagne franquiste. Et ça, le généralissime, il ne le supporte pas. Ce Picasso, il m'exaspère. Il est l'Espagnol le plus célèbre du monde et il est aussi mon principal opposant. Ça devait être quand même extrêmement agaçant d'avoir dans l'opinion publique internationale, pour opposant le plus visible, ce type qui n'avait pour lui que d'être un artiste, qui n'était même pas un militaire, qui osait, par la seule présence de son art, contester la stature, naturellement, martiale et héroïque du généralissime. Quelque chose de presque burlesque dans l'affrontement entre Picasso et Franco. Depuis des dizaines d'années, je le fais surveiller de près par mes services secrets. Je sais tout de lui. Qui il fréquente, où il va, ce qu'il fait. J'ai pu voir de nombreuses archives, des dossiers secrets ou des notes confidentielles écrites sur Picasso. Les ambassadeurs espagnols, par exemple, devaient se rendre à toutes les conférences ou les expositions sur Picasso ou Guernica. Ils devaient écouter ce qui se disait sur le régime et ils vérifiaient qu'il n'y avait pas d'offense au général Franco. Une note secrète m'indique que l'État espagnol pourrait légitimement réclamer Guernica. Après tout, c'est la République espagnole qui a commandé ce tableau en 1937. Depuis, j'ai pris le pouvoir, mais le pays est toujours propriétaire. Et si je faisais ramener cette toile à Madrid? Une aubaine. Cela pourrait attirer les touristes. Je me vois déjà posé à côté de la toile. Si Picasso acceptait que Guernica aille en Espagne, ça signifierait une forme de réconciliation. Ça voudrait dire que Franco a complètement gagné. Qu'il a gagné la guerre, qu'il a gagné l'après-guerre et qu'il a gagné la bataille mémorielle. Donc, être un dictateur prospère et dont on oublie qu'il doit le pouvoir à une série de crimes. C'est royal. Je convoque mes conseillers. Si ce tableau appartient à l'Espagne, je veux que le musée de New York nous le rende. Et vite.
Le 24 octobre 1969, alors que je lis le journal, mes yeux s'arrêtent sur cet article. Le gouvernement du général Franco estime que la place de Guernica, chef-d'œuvre de Pablo Picasso, est à Madrid. J'appelle immédiatement le musée de New York. Le directeur me rassure. Il respectera toujours mes volontés. Aussi longtemps que Franco sera vivant, le tableau n'entrera pas en Espagne. Mais puis-je vraiment lui faire confiance? Que se passera-t-il si je meurs avant le dictateur? J'en parle à mon avocat, Roland Dumas. Je lui explique que je veux protéger Guernica, y compris après ma mort. Il me propose de rédiger un testament. Pas question. Je n'ai que 88 ans, jeune homme. Je ne compte pas mourir tout de suite. Dumas raconte que, comme tout bon Espagnol, Picasso avait peur de parler de la mort. Il était très superstitieux. Alors il a laissé tomber l'idée d'un testament. Après de longues discussions avec mon avocat, je fais rédiger une lettre au musée d'art moderne de New York. Il est écrit noir sur blanc que l'œuvre ne pourra aller en Espagne qu'une fois les libertés publiques rétablies. Après ma mort, c'est mon avocat qui veillera à ce que mes conditions soient bien respectées. Il a dit, Dumas, c'est l'œuvre la plus importante de ma vie. C'est la seule création à propos de laquelle il a écrit ses volontés. Il n'a pas fait de testament, ni de répartition de ses œuvres. Le seul document qu'il a laissé, c'est pour spécifier que Guernica ira en Espagne le jour où la démocratie sera revenue. Il n'a fait ça qu'avec Guernica. 3 ans plus tard, pour la dernière fois, j'accepte les caméras chez moi. Jusqu'au bout, j'ai travaillé tous les jours. Le 8 avril 1973, je tire ma révérence. À l'âge de 91 ans, sans jamais avoir pu revoir mon pays. Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? C'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. Franco meurt 2 ans plus tard. À 82 ans, après un interminable règne de 36 ans. Qu'avez-vous ressenti à la mort du général Franco? Oh la vache! J'ai bu du champagne. Ici, on a tous bu des litres de champagne. Dans tout le Pays Basque, des banquets, des dîners. Quelle joie! Wow. Je me souviens, on se disait, il faut l'enterrer face contre terre. Parce que comme ça, s'il lui prend l'envie de gratter pour sortir, il grattera dans le mauvais sens. On a cru qu'il allait jamais mourir. Le général Francisco Franco, dirigeant de l'Espagne, est maintenant mort. Cela rend possible le retour dans sa patrie du plus célèbre exilé espagnol, à savoir Guernica. C'est la peinture la plus importante du XXe siècle. Picasso l'a mise en sécurité au MoMA de New York, mais aujourd'hui,
L'heure est venue de rendre Guernica. Franco disparaît en 1975 et Picasso, lui, a disparu 2 ans plus tôt, sans jamais avoir pu remettre le pied sur le sol espagnol, qui retrouve enfin la démocratie. Est-ce donc l'heure pour la toile, Guernica, qui fascine plus que jamais, d'enfin retrouver son pays comme le souhaitait le peintre? Eh bien, cette fois encore, le feuilleton à rebondissement se poursuit. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la... 40 ans que ce n'était pas arrivé en Espagne. Des files d'attente pour voter, des élections libres. Moi, Javier Toussel, je suis tellement fier que mon pays soit de nouveau une démocratie. Mais la victoire n'est pas totale. Deux ans après la mort de Franco, il reste un dernier exilé qui attend toujours de rentrer dans notre pays. Aller chercher Guernica à New York, le ramener à Madrid. C'est la mission de ma vie. Mon père travaillait au ministère de la Culture. Il était directeur général des Beaux-Arts. À ce moment-là, moi, j'avais 6 ans, j'étais une petite fille. Chez moi, pendant presque 3 ans, l'unique sujet de conversation, c'était Guernica. Comme j'étais petite, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à me dire, bon, ce Guernica dont tout le monde parle, c'est sûrement mon père qui l'a peint. 1979, je monte une équipe. J'embauche Álvaro Martínez Novillo, un jeune historien de l'art. J'avais une trentaine d'années. On était des petits jeunes, des gamins. On s'est dit, on va ramener Guernica. C'était très émouvant. Comment dire? Bon sang, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là. Toutes les négociations étaient secrètes. Il y avait même un nom de code. Opération Quadro Grande, grand tableau. J'ai 2 ans pour réussir. Je veux que Guernica soit à Madrid en octobre 1981. C'est une date symbolique. Picasso aurait eu 100 ans. Mais à New York, le MoMA traîne des pieds. Le musée exige que l'Espagne apporte la preuve qu'elle est bien propriétaire de Guernica. C'était un grave problème, car tout le monde savait qu'il appartenait à l'Espagne, mais il n'y avait plus un seul document pour le prouver. La commande du tableau a été faite à Paris par l'ambassade espagnole en 1937. Et donc, en pleine guerre civile. Toutes les archives de l'ambassade d'Espagne à Paris ont été perdues. Alors pendant des mois, nous avons cherché la preuve que notre pays avait bien commandé Guernica à Picasso. Nous avons exploré des dizaines de pistes dans toute l'Espagne, en France, sans succès. Et finalement, l'espoir va venir de Suisse. Un de mes assistants y a retrouvé la trace de Luis Araquistin. Cet ambassadeur espagnol était en poste à Paris en 1937, lorsque Picasso a peint Guernica. Puis il serait parti vivre à Genève. Immédiatement, j'envoie quelqu'un là-bas. Hélas, l'ambassadeur est décédé, mais son fils a gardé toutes les archives de son père. Si seulement la pièce manquante se trouvait là, dans ce grenier bien rempli.
Soudain, un carton de 1937. Et à l'intérieur, la liste de toutes les commandes passées par l'ambassade pour l'exposition internationale. La dernière ligne précise bien que l'Espagne a versé à Picasso 150 000 francs pour qu'il peigne Guernica. Quand ces documents ont été trouvés, l'opération s'est accélérée. Parce qu'enfin, ils avaient toutes les preuves. Quelques jours plus tard, mon équipe et moi partons pour New York. Nous arrivons au musée d'art moderne de la ville, confiants, le cœur léger. Quelle émotion! Guernica est là, face à nous. À ce moment-là, nous sommes sûrs que nous allons bientôt la ramener au pays. Mais nous allons vite déchanter. William Rubin, l'un des directeurs du MoMA, nous reçoit. Nous lui présentons les documents qui prouvent que l'Espagne est bien propriétaire du tableau. Mais le directeur veut garder Guernica encore 10 mois, jusqu'à la fin de sa grande exposition sur Picasso. Difficile de lui refuser. Mais c'est quand il brandit cette lettre que nous prenons un coup sur la tête. Elle est signée de Claude Picasso, un des enfants du peintre. Il exige que le transfert de Guernica se fasse avec l'accord de chacun des 6 héritiers. Une exigence de plus que nous n'avions pas imaginée. Nous sortons dépités. Alvaro a le sentiment d'être revenu à la case départ. Il y a eu des hauts et des bas. On nous a rien épargné. Il y a eu beaucoup de découragement. Et je dois reconnaître que Javier Toussaint a été constant. Il ne lâchait rien. Il y a eu beaucoup d'obstacles, mais il continuait encore et encore. Il avait vraiment la tête dure. Nous repartons au combat. Nous appelons chaque héritier de Picasso pour les convaincre de laisser Guernica à l'Espagne. Et chaque descendant impose ses conditions. On avait l'impression de passer un examen permanent. Parce que, par exemple, Maya Picasso a demandé à Toussaint, écoutez, si vous voulez récupérer Guernica, vous devez approuver la loi sur le divorce et sur l'avortement. Toussaint lui a répondu, comment vous dire, en Espagne, il y a un parlement. Et nous, on n'est personne pour décider de tout ça. Finalement, après 1 an de négociations, les héritiers nous donnent leur accord. Le 18 février 1981, nous sortons un communiqué. Il annonce le retour imminent de Guernica en Espagne. Je rentre chez moi heureux. Mais quelques jours plus tard, à nouveau, tout s'écroule. Ce jour-là, Alvaro surgit dans mon bureau. Un général franquiste aidé par 150 gardes civils tente de prendre le pouvoir par la force. En plein congrès, les députés sont pris en otage.
C'était un moment d'une grande tension. Tous les députés se sont couchés et sont restés allongés, sauf le chef du gouvernement, Adolfo Suárez et Guterres Mellado. Ils se sont tenus droits, ils sont restés très courageux. Le putschiste s'en prend physiquement aux députés qui refusent d'obtempérer. Il appelle le reste de l'armée à le suivre pour rétablir une dictature militaire. Pour nous, tout était foutu. C'était un coup d'État, très important pour tout le pays. Mais à ce moment-là, Javier, tout comme moi, on s'est dit qu'on pouvait dire adieu à Guernica. Qui allait dire maintenant que l'Espagne avait changé? C'était un moment où on était encore en train de lutter pour établir une démocratie solide, stable. On avait réussi à organiser des élections, on avait une constitution. Ça mettait tout ça en péril. Hormis un général à Valence, l'armée ne soutient pas ce coup d'État. Après une nuit de prise d'otages, les députés sont libérés. Le putschiste isolé se rend. Je suis soulagé. Notre démocratie a tenu bon. En revanche, pour Guernica, les choses se compliquent. Le MoMA, tout comme les héritiers de Picasso, se demande de nouveau s'il est bien prudent de nous confier le tableau. Les négociations sur la date du retour sont suspendues. Je garde l'espoir de voir revenir l'œuvre en Espagne en octobre 1981. Mais Alvaro, lui, n'y croit plus. Moi, je me suis dit, c'est foutu. On était presque en mars. C'est impossible, on ne peut pas y arriver. Au début du mois d'août, je suis parti en vacances un peu pessimiste. Enfin, un peu, même très pessimiste. Javier Toussel m'appelle et me dit « Alvaro, on part tout de suite à New York chercher le tableau. » Personnellement, la nouvelle m'a scotché. Tout s'est débloqué grâce à des travaux de rénovation au MoMA. Guernica devait être décroché. Alors, le musée nous a proposé de saisir l'occasion pour la ramener chez nous. Cela faisait 2 ans que j'attendais ce moment. Jusqu'au bout, pour des raisons de sécurité, le départ de Guernica est resté secret. La majorité du personnel ne savait pas que le tableau partait juste après le décrochage. C'était totalement irréel. Et puis ensuite, ils l'ont enroulé, emballé. C'était une soirée pleine d'émotions.
Les techniciens du musée étaient très tristes. Pendant que j'accompagne le ministre de la Culture espagnol à la signature de l'acte officiel de transfert du tableau, mon ami Alvaro, lui, dans l'euphorie, se lance dans une nouvelle négociation. J'ai dit à Rubin, le directeur du MoMA, que nous étions en train de préparer à Madrid une grande exposition de Wilfredo Lam, un grand peintre cubain. Et le MoMA possède une de ses œuvres majeures, La Jungle. Et j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur Rubin, je ne pourrais pas emporter à Madrid La Jungle? Et là, il m'a dit, quoi? Tu veux aussi nous prendre La Jungle? C'est pas vrai. À cette époque, j'avais une énorme barbe noire. Alors, dès qu'il croisait du personnel, il disait « Attention, hein, il y a cette espèce de Fidel Castro qui veut nous piquer la jungle. » La consigne était de suivre le camion et d'aller directement à l'aéroport. Et juste à ce moment-là, il y a eu une panne générale de tous les feux rouges à Manhattan. Et alors, comme dans un film de Woody Allen, on est sorti devant le camion en disant « Laissez passer le camion, laissez-nous passer !» Le tableau a été embarqué. C'était un vol commercial. Parce qu'un vol spécial aurait trop attiré l'attention. On se demandait si le tableau était bien installé dans la soute et tout ça. On avait une telle responsabilité. Tout l'avion était plein de touristes. Et nous, on était blancs comme des linges. Et quand on s'est posé, ça a été le meilleur atterrissage que j'ai jamais vécu. C'était comme une plume qui se posait sur le sol. Et ensuite, le commandant de bord a dit « Mesdames et messieurs, bienvenue à Madrid. » Et ensuite, il a ajouté « Je suis ému à chaque fois que je le raconte. Vous avez accompagné le Guernica de Picasso. » Et là, ça a été une émotion que je peux même pas vous décrire. Le matin de ce 10 septembre 1981, mes compatriotes ne savent pas encore que Guernica est enfin sur le sol espagnol. Je m'adresse à eux publiquement. Le retour de Guernica aujourd'hui témoigne que nous sommes de nouveau unis, que la démocratie et les libertés publiques sont rétablies et que les Espagnols de tous bords peuvent vivre ensemble. C'était très émouvant. C'était une façon de tourner la page sur tout ce qui s'était passé. Ce qu'il y a de plus révélateur, ce sont les titres de la presse ce jour-là. Le Diario a parlé du retour du dernier exilé. Quand le tableau a été exposé, il y a eu des files d'attente énormes. Tous les gens voulaient voir Guernica.
Parce que c'était quelque chose d'à peine croyable. Il fallait voir le tableau de ses propres yeux pour se convaincre qu'enfin, il était bien en Espagne. Me parece que es un día extraordinario, es un acontecimiento histórico. No sé, en primer lugar una gran alegría por tenerlo ya aquí y luego ha sido algo impresionante, de verdad. On y est arrivé. Les Espagnols découvrent Guernica le jour du centenaire de la naissance de Picasso. J'ai pensé au vieux Picasso. Je pense que tout ça, ça lui aurait beaucoup plu. Plus tard, Álvaro est devenu conservateur de musée et peintre. De mon côté, jusqu'à la fin de ma vie, j'ai enseigné l'histoire de l'art avec passion. Si Guernica a la célébrité qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne parle pas que de Guernica, que du bombardement de Guernica. C'est parce qu'elle parle de toutes les guerres. Dans une manifestation, avoir Guernica avec soi, ça rend la manifestation plus forte. Donc Guernica a encore un pouvoir qui parle à toutes les générations. Voilà pour cette nouvelle série inédite consacrée à l'histoire de Guernica, signée Pablo Picasso. Vous voulez poursuivre l'aventure 13h15 ? Eh bien, vous retrouvez nos séries, notre univers sur le site France Info, rubrique Magazine. On se retrouve, en tout cas j'espère, ce soir à 20h pour toute l'actualité. Et pour 20h30 le dimanche, nos invités, la patronne, Françoise Fabian, Alessandra Sublet, et puis Vianney et Raphaël de Casablanca, eh bien, qui reviennent de terres inconnues. À tout à l'heure.